La France appartient à ces États forgés dans la pensée, mais aussi dans la lutte et le combat. À travers les siècles, la France a fait trembler les empires, a bouleversé les frontières et a inspiré les plus belles révolutions. En passant à travers le feu, la poussière, le froid et le sang, le nom de la France résonne sur les champs de bataille. Toujours en première ligne, l'armée française s'est battue, a résisté, a conquis et a libéré. Des tranchées de Verdun au froid mordant de la Bérésina, du moulin de Valmy au sable du Sahel, l'armée française s'est illustrée, tant sur terre qu'en mer ou encore dans le ciel, par sa stratégie, sa bravoure et son sacrifice. Le drapeau tricolore s'est imposé comme un symbole, celui d'une force qui s'est frappée, mais qui choisit d'abord de protéger. Protéger son territoire, mais aussi protéger son peuple et ses valeurs. La France dispose d'une armée discrète mais redoutée, et respectée pour sa technologie de pointe, son entraînement d'élite et cette tradition stratégique unique, qui place l'homme, la discipline et la pensée au cœur de sa puissance. Cependant, cette puissance militaire ne se mesure pas seulement en chars, en avions ou en armement. Elle ne se résume pas non plus à ses victoires et à ses médailles. Combattre pour la France, c'est défendre sa souveraineté, son indépendance et également son héritage. Parce que oui, la France a déjà failli. Il y a eu des défaites, des doutes et de très nombreuses pertes. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel la France excelle, c'est celui du devoir. Établi comme une constante, le sens du devoir n'a jamais fait défaut à ces femmes et hommes qui ont trouvé la force de se relever, de s'unir et de s'organiser dans un seul but. Se tenir debout et refuser de plier, même face à l'impossible. Il existe une opération peu connue, presque invisible aux yeux du grand public, mais qui résume à elle seule cette grandeur silencieuse. On l'appelle l'opération Poker. Un rituel secret, exécuté par les forces aériennes stratégiques françaises, où la nation démontre qu'elle reste prête à défendre son indépendance nucléaire à chaque instant. C'est une répétition générale du pire scénario, une démonstration de dissuasion implacable et une promesse faite au monde. La France ne courbera jamais les chines. Nous sommes en 1945. Nagasaki et Hiroshima changent le monde. C'est alors que De Gaulle comprend une chose, qui maîtrise l'atome, maîtrise son destin. Le 18 octobre 1945, une ordonnance crée le CEA. Le Commissariat à l'énergie atomique n'est pas une simple agence, c'est une filière complète. Recherche, industrie et défense. Joliot-Curie et Raoul Dautry en prennent les rênes. Au fort de Châtillon puis à Saclay, la France construit sa capacité scientifique. Dans des laboratoires encore bricolés, la France apprend la physique des neutrons, forge sa pile Zoé et met la matière sous contrôle. En pleine guerre froide, les illusions s'évaporent. Le parapluie américain ne peut pas être un acte de foi. La doctrine s'écrit, dissuader l'agresseur, même plus puissant, par la certitude d'une riposte inacceptable. C'est la dissuasion du faible au fort. Et tout ça commencera par le premier éclair français, la Gerboise bleue. Le 13 février 1960, dans le Sahara algérien, a lieu le premier essai nucléaire français. La bombe fonctionne et le monde comprend que Paris vient de rentrer dans le cercle fermé des puissances nucléaires. Mais une bombe sans bras pour la porter n'est qu'une formule chimique. Alors on organise la force. Par décret, le 14 janvier 1964, naissent les forces aériennes stratégiques. Le 8 octobre, la première alerte est prise. Mirage 4 et C-135, la bombe est prête non pas pour être tirée, mais pour rendre la menace crédible. Le Mirage 4 entre en service en 1964. C'est un bombardier supersonique, capable de tenir Mach 2 plus de 30 minutes. Il devient l'archétype du raid pénétrant, d'abord en haute altitude, puis très vite à basse altitude pour déjouer les radars soviétiques à partir de 1967. On met donc en place une certaine méthode, planification au millimètre, vol à basse altitude et ravitaillement en vol. Les années passent, la technologie accélère, les bombes cèdent la place aux missiles. ASMP, puis ASMP-1 en 2010, stato-réacteur, vitesse très supersonique, tête de 300 kilotonnes. La dissuasion n'est pas un slogan, c'est un système, une routine stratégique. À la fin des années 60, tout est en place. Doctrine, science, avion et chaîne de décision. Reste à répéter la pire des missions sans jamais à la mener pour de vrai. Et c'est là qu'entre un mot presque anodin, poker.
Poker, le nom intrigue. Derrière lui, une opération dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Une mission qui, pourtant, chaque année, mobilise des dizaines de pilotes, de mécaniciens, de contrôleurs aériens et qui vise à préparer la France à l'impensable, un raid nucléaire. Et vous me direz, pourquoi poker? Eh bien, tout simplement parce que la dissuasion nucléaire n'est pas un combat, c'est un bluff. Comme à une table de jeu, chaque joueur sait qu'il ne pourra jamais abattre ses cartes sans détruire la partie elle-même. Mais il doit convaincre ses adversaires que sa main est réelle, prête à être jouée. C'est exactement le rôle de cet exercice. Un entraînement fictif qui doit ressembler en tout point à une mission réelle. Sauf une chose, l'arme n'explose pas. Nous sommes dans les années 1970. La guerre froide bat son plein, car d'un côté, les Américains multiplient les exercices stratégiques de leurs bombardiers B-52 et B-2, entraînés à traverser l'Arctique pour frapper l'URSS. De l'autre, les Soviétiques organisent leurs gigantesques manœuvres Zapad, mobilisant des centaines d'avions, de chars et de missiles. La France, elle vient tout juste d'entrer dans le club nucléaire. Et le problème, c'est qu'elle reste une puissance moyenne. Son arsenal est limité et ses moyens sont modestes. Pour rester crédible face aux géants, elle doit prouver que ses équipages savent réellement mener une frappe nucléaire. C'est ainsi que naît Poker. À côté de ça, on a un autre exercice qui existe, c'est l'exercice Banco. Et Banco, c'est l'entraînement à la prise d'alerte. On teste la réactivité, la capacité des équipages à être prêts en quelques minutes, parfois au beau milieu de la nuit. Banco, c'est l'appel soudain, la course vers l'avion, le décollage en urgence. Mais poker, c'est autre chose. Poker, c'est le grand jeu. Une simulation complète d'une mission nucléaire. Décollage, navigation sur des milliers de kilomètres, ravitaillement en vol et enfin, largage fictif d'un missile nucléaire. Peu d'images existent de poker, car officiellement c'est un exercice de routine, mais dans la réalité, il est entouré d'un voile de secret. On sait qu'il a lieu 4 fois par an. On sait qu'il mobilise non seulement les Rafale B de la composante nucléaire, mais aussi des avions de ravitaillement C-135, aujourd'hui remplacés par les A330 MRTT, et parfois des AWACS de détection aérienne. On sait enfin qu'il est pensé pour ressembler à une crise réelle, du briefing jusqu'au retour à la base. Les équipages sont convoqués et on leur donne souvent une cible qui potentiellement peut être à des milliers de kilomètres. La mission est découpée en séquences, chacune chronométrée à la seconde. À aucun moment, les pilotes ne doivent se dire « ce n'est qu'un exercice », car l'enjeu, c'est de tester la réaction humaine, la capacité à garder son sang-froid, même quand l'ordre semble irréel. Vous allez larguer un missile nucléaire. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que tout est fictif, sauf le danger. Car voler en basse altitude, en formation et de nuit, c'est pas sans risque. Les pilotes le savent et c'est bien pour ça que Poker fonctionne, parce que les équipages vivent chaque mission comme une véritable confrontation. En 2014, le général Denis Mercier, alors chef d'état-major de l'armée de l'air, l'a confirmé. Poker est indispensable. Il garantit la crédibilité de notre dissuasion nucléaire. Car une arme nucléaire ne suffit pas. Encore faut-il convaincre le monde entier qu'elle peut être utilisée demain matin, si le président en donnait l'ordre. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, la France, elle n'est pas la seule à mener ce genre d'opération. Aux États-Unis, l'US Strategic Command organise régulièrement le Global Thunder, un exercice géant où les B-52 et les B-2 simulent des frappes stratégiques avec des vols intercontinentaux. La Russie, de son côté, met en scène ses bombardiers Tu-95 et Tu-160 lors des manœuvres Zapad, parfois jusqu'aux limites de l'espace aérien de l'OTAN. La différence, c'est que la France, elle fait ça de manière beaucoup plus discrète, avec moins de communication et surtout moins d'images. Mais l'objectif est le même, maintenir l'illusion permanente que la frappe nucléaire est possible, certaine et crédible. Et l'autre particularité française, c'est que la décision nucléaire, elle appartient à un seul homme, le président de la République. Poker, c'est aussi une manière de tester cette chaîne de commandement. De l'Élysée jusqu'au cockpit, chaque ordre doit être clair, chaque transmission doit être fluide. Une faille, et c'est toute la dissuasion qui perd sa crédibilité. Poker, c'est pas qu'un exercice, c'est un rituel stratégique. Une répétition générale qui ne doit jamais avoir de première. Et il existe pour une seule raison, que l'ennemi sache que la France est capable de frapper.
Et c'est pas pour attaquer, c'est pas pour gagner une guerre, c'est simplement pour éviter qu'elle n'ait lieu. Et dans ce théâtre d'ombre, chaque année, des équipages français s'entraînent à l'impensable. Ils simulent la fin du monde pour qu'elle ne se produise jamais. Laissez-moi vous faire vivre l'opération Poker comme si vous y étiez. Il est 23h45. Dans une base aérienne française, quelque part dans le silence de la nuit, le vent souffle sur le tarmac. Les hangars sont plongés dans une semi-obscurité. Pourtant, derrière les murs, l'activité est fébrile, car ce soir, les forces aériennes stratégiques rejouent leur rôle le plus sombre, l'opération Poker. On réunit tout d'abord les équipages dans une salle de briefing. Devant eux, des cartes aéronautiques étalées, des écrans où défilent les conditions météo, les zones de menace et les points de ravitaillement. L'ordre de mission est clair, simuler une frappe nucléaire sur une cible fictive, située à plus de 2000 km. Et alors, on passe chaque détail en revue. Les points de rendez-vous avec les MRTT, les codes radio, les fréquences de repli, les procédures d'urgence, tout est réel. Tout sauf la charge nucléaire. Dans les hangars, les mécaniciens s'affairent autour des Rafales B. Ils vérifient alors chaque bouton, chaque capteur. Sous l'aile, suspendue comme une promesse silencieuse, une réplique de l'ASMP-A, une réplique fictive mais très proche de l'original. Les pilotes enfilent leur combinaison anti-G, ajustent leur casque, testent l'oxygène et dans le calme apparent, la tension est palpable. Car tous savent, si ce scénario devait se produire pour de vrai, ce serait probablement la dernière mission de leur vie. Il est minuit 30, les Rafales roulent sur le béton et les phares éclairent la piste. Poker, clair de piste, autorisation de décoller. Les réacteurs rugissent, l'avion tremble, puis en quelques secondes, il s'arrache du sol et disparaît dans la nuit. Et un avion est déjà en l'air, le MRTT. Il sera leur ombre, leur garant de portée, leur survie. Il est maintenant 1h45. Et c'est l'heure du premier rendez-vous. Dans le ciel sombre, le MRTT s'approche, tout phare allumé. Les Rafales s'approchent doucement et dans la pénombre, à quelques mètres seulement, les MRTT déploient leurs perches souples. Le pilote stabilise l'avion. À cette vitesse, à cette distance, un simple geste trop brusque et c'est la collision. La perche touche le nez du Rafale, se connecte et le carburant commence à circuler. Pendant quelques minutes, les avions volent comme s'ils étaient attachés. Puis la perche se rétracte, le Rafale s'écarte, réservoir plein, prêt pour la suite. Le plan prévoit de simuler une traversée de territoire ennemi, mais l'opération Poker, elle, ne se passe toujours que sur les territoires français. Dans la réalité, l'ennemi n'est qu'un réseau de radars fictifs, de systèmes sol-air simulés, mais aussi d'aéronefs véritablement présents pour jouer l'adversaire. Les pilotes activent leur système de guerre électronique. Leur écran affiche des menaces simulées. Ils manœuvrent, changent de cap, plongent plus bas, comme s'ils esquivaient une salve de missiles sol-air ou RR. À chaque seconde, l'ordinateur enregistre leur choix. L'exercice, il évalue tout, la trajectoire, la discrétion et les manœuvres. Dès lors qu'ils pénètrent en territoire ennemi, ils doivent voler à basse altitude. À cette hauteur, les radars ennemis peinent à les détecter. Les montagnes, les forêts, les collines, tout devient camouflage. Mais pour les pilotes, c'est un véritable enfer. Les turbulences, la fatigue, la concentration extrême, un instant d'inattention et l'avion percute le sol. Dans le cockpit, les écrans affichent le relief. Le pilote alterne entre instruments et vision nocturne. Le HUD projette les données essentielles, le cap, l'altitude et la vitesse. Le cœur bat la chamade, les mains ne quittent pas le manche. Et à 3 heures, la cible fictive est atteinte. Le pilote enfonce le bouton de tir, mais aucun missile n'est envoyé. Tout est enregistré et la mission est accomplie. C'est quand même dingue de se dire que si ça avait été dans la réalité, c'est simplement qu'une ville aurait été rayée de la carte, littéralement. Et ça, les pilotes n'en parlent pas, car leur mission, c'est pas de frapper, mais de prouver qu'ils peuvent frapper. Mais la mission n'est pas finie, il faut rentrer, souvent un second ravitaillement est nécessaire. Les équipages sont épuisés, les vols durent parfois plus de 5 heures de nuit à basse altitude, dans un vacarme assourdissant. Et c'est alors que la base réapparaît sur le radar. Les Rafales se posent, freinant sur un tarmac humide. Les mécanos se précipitent sur l'avion et la mission est accomplie. Et la tension, elle retombe. Quelques heures plus tard, dans une salle de commandement, les pilotes passent en revue la mission et chaque phase est décortiquée.
Rien n'est laissé au hasard, car poker est un exercice qui frôle le réel, mais ne le franchit jamais. Pas de vraie arme nucléaire, pas de vraie cible. Mais pour tout le reste, eh ben c'est comme si. Un rituel glaçant, pensé pour que, si un jour l'impensable devait arriver, les équipages soient prêts. Non pas pour gagner, mais pour assurer à l'ennemi que la France, même dans la pire des situations, peut riposter. Poker, c'est donc une répétition générale, un théâtre de guerre joué dans le silence de la nuit. Chaque vol est une pièce du puzzle, prouver que la dissuasion française est plus qu'une doctrine, qu'elle est une capacité réelle, immédiate et crédible. Et pour les pilotes, c'est un paradoxe. S'entraîner sans relâche à une mission qu'ils espèrent ne jamais accomplir pour de vrai. Un exercice qui dit tout de la logique nucléaire, l'arme la plus puissante du monde est vouée à ne jamais être utilisée. Et ce qu'on peut dire de poker, c'est surtout que c'est un symbole. Car derrière le vol de nuit des rafales et le balai des ravitailleurs se cache une vérité politique. La dissuasion nucléaire n'existe que si elle est crédible. Et pour être crédible, elle doit être pratiquée. La dissuasion nucléaire française, elle repose sur un principe simple et terrible. Si un adversaire attaque la France avec une arme de destruction massive, il doit savoir qu'il sera frappé en retour, et de manière insupportable. Et on appelle ça la dissuasion du faible au fort. La France n'a pas besoin d'avoir autant de bombes que la Russie ou les États-Unis. Quelques centaines suffisent, tant qu'elles peuvent détruire ce que l'ennemi considère comme vital. Mais ce principe n'est qu'un discours s'il n'est pas incarné. Et c'est là qu'intervient poker. Prouver que la menace n'est pas que théorique. Dans l'ombre des bases aériennes, chaque mission poker envoie un message silencieux au monde entier. La France est prête. Ses équipages savent comment frapper, sa chaîne de commandement fonctionne. Car dans la dissuasion, la crédibilité est tout. Un arsenal mal entretenu, des équipages mal formés et un président hésitant, et tout s'écroule. Et alors, la bombe devient inutile. Poker, c'est donc le ciment invisible de la dissuasion. Chaque vol, chaque simulation, chaque goutte de kérosène consommée a un seul objectif. Que personne, jamais, ne doute de la capacité française à utiliser le nucléaire. Et contrairement à d'autres pays, la France a fait un choix radical. Le nucléaire appartient exclusivement au président de la République. Un seul homme détient le pouvoir d'ordonner une frappe. Et en cas de crise, aucun débat parlementaire, aucune validation par un congrès. L'ordre descend directement de l'Élysée vers l'état-major, puis vers les équipages. La chaîne doit être fluide, rapide et sans ambiguïté. Le bluff devient la stratégie, et poker est la mise en place de ce bluff à l'échelle réelle. D'autres rappellent que l'arme nucléaire n'a pas empêché les guerres récentes, en Afghanistan, en Irak ou en Ukraine, et que la France, en mettant tant d'efforts dans poker et sa dissuasion, investit des milliards dans une arme qui, par définition, ne doit jamais être utilisée. Mais pour ses partisans, l'argument est assez simple. Si aucune bombe n'a explosé depuis 1945, c'est simplement parce que la dissuasion fonctionne. Et c'est ça, le paradoxe nucléaire. On dépense en armes nucléaires pour ne jamais les utiliser. Dans les années 70 et 80, poker avait un ennemi désigné, c'était l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, c'est bien plus complexe. Les menaces sont multiples, la Russie redevenue agressive, la montée en puissance de la Chine, ou encore les tensions au Moyen-Orient. Et poker doit s'adapter à ce monde multipolaire. Les routes changent, les scénarios évoluent, mais l'objectif reste le même, rappeler à tous que la France peut frapper, quel que soit l'adversaire. Poker, c'est donc un message politique, un signal silencieux envoyé au reste du monde. Chaque vol est une démonstration, la France n'a peut-être pas l'arsenal le plus vaste, mais elle a la volonté et la capacité de l'utiliser. Et dans un jeu où personne ne veut dévoiler ses cartes, poker montre qu'elle en a et qu'elle peut les utiliser. Pendant quasiment 3 décennies, les opérations poker, elles sont menées par les Mirage 4, puis après par les Mirage 2000N. Aujourd'hui, ce sont les Rafale B, la version biplace du chasseur français, qui incarnent l'opération poker. Le Rafale est un bijou de technologie, capable de voler à Mach 1,8, polyvalent, doté de systèmes de furtivité passive et d'une avionique de pointe. Il n'est pas seulement un avion de chasse, c'est une plateforme nucléaire crédible. Dans le cadre de poker, les Mirages, ils simulent le transport et l'utilisation des missiles ASMPA. Leur polyvalence leur permet d'intégrer le nucléaire sans sacrifier leur rôle conventionnel. Et cette dualité, un avion capable à la fois de gagner une bataille aérienne et de simuler une frappe nucléaire, est un atout essentiel pour la crédibilité de poker. Et laissez-moi vous parler de l'ASMPA, le air-sol moyenne portée amélioré, qui est emporté par les Rafales.
C'est un missile à stato-réacteur supersonique capable de voler à très haute vitesse au-delà de Mach 3 et de parcourir plusieurs centaines de kilomètres avant de frapper sa cible. Il emporte une tête nucléaire aéroportée appelée TNA de quasiment 300 kilotonnes. À titre de comparaison, Hiroshima c'est 15 kilotonnes. Donc un seul ASMPA équivaut à 20 fois Hiroshima. Dans une mission poker, le missile est factice, évidemment, mais la simulation reproduit à l'identique toutes les procédures, armement, verrouillage et trajectoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car depuis les années 2020, la France est déjà dans son avenir. L'avenir, c'est la suite de l'ASMPA, qui s'appelle l'ASN 4G, le air-sol nucléaire de 4e génération. Son objectif, s'adapter à un monde où les défenses aériennes deviennent de plus en plus sophistiquées, car l'ASN 4G sera quasi hypersonique, capable de franchir les boucliers antimissiles les plus modernes. Il devrait voler à des vitesses proches de Mach 5, manœuvrer pour échapper aux interceptions et conserver une portée bien supérieure à l'ASMPA. En clair, il garantira que même dans 30 ans, l'opération Poker restera crédible. Poker n'est donc pas figé. Chaque année, l'exercice évolue pour intégrer les nouvelles menaces et les nouveaux outils. Les routes changent, les scénarios s'adaptent. Pénétrer un espace aérien moderne, échapper à des radars de dernière génération et contrer des chasseurs adverses virtuels. Des drones sont parfois intégrés dans la simulation. Les AWACS servent à coordonner le raid et les ravitailleurs sont modernisés, remplacés par les A330 MRTT Phoenix, plus efficaces que les vieux C135, hors service depuis cette année 2025. Poker devient donc plus complexe et plus adapté à son temps, dans un monde où la guerre électronique, le cyber et la furtivité ont un rôle croissant. Et si le sujet vous plaît autant et que vous êtes encore là dans la vidéo, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Poker est encore pertinent en 2025 ? Car c'est vrai, les menaces aujourd'hui elles ont changé. Les cyberattaques sont capables de paralyser un pays. Et comme on le voit dans la guerre en Ukraine, les drones armés, ils bouleversent pas mal les guerres actuelles. Et pourtant, la dissuasion nucléaire reste centrale, car face à une menace existentielle, une invasion massive ou une attaque nucléaire ennemie, il n'existe aucune autre garantie. Et pour beaucoup, le nucléaire est la dernière assurance vie de la France. Dans les chancelleries étrangères, Poker est connu, analysé et surveillé. Et même si la France ne communique que peu, ses adversaires potentiels savent que ces exercices ont lieu. Et c'est précisément ça le but. Une transparence minimale, mais assez pour que le message passe. Ni fanfaronnade, ni silence total. Un équilibre délicat. Montrer sans trop montrer et faire savoir sans provoquer. Poker aujourd'hui, c'est l'alliance d'un avion moderne et d'un missile supersonique avec un ravitailleur performant. C'est une chaîne logistique perfectionnée, de la base de Luxeuil ou de Saint-Dizier jusqu'à Istres. Et c'est un exercice qui s'adapte année après année aux menaces d'un monde en mutation. Et demain, demain ce sera encore Poker. Toujours ce bluff dramatique où la France est capable de montrer qu'elle peut le faire. Et ça, c'est important. L'arme nucléaire n'est pas faite pour être tirée, elle est faite pour être crue. Et Poker, année après année, veille à ce que cette croyance ne s'éteigne jamais. Et la dissuasion nucléaire est une arme assez étrange. Une arme qui ne doit jamais être utilisée, mais qui doit toujours être prête. Une arme qui coûte des milliards, mais qui n'apporte aucune victoire visible. Une arme dont la seule fonction est d'empêcher son propre emploi. Et l'opération Poker est le cœur de ce paradoxe. Un exercice qui n'existe que pour que personne ne doute de la bombe française. Et comme je vous l'ai dit, le nom n'est pas choisi au hasard. Poker. Car à la table, il ne suffit pas d'avoir les meilleures cartes. Il faut faire croire que vous êtes capable d'abattre votre jeu à tout moment. La France n'a pas les milliers d'ogives des États-Unis. Elle en a que quelques centaines. Mais ça suffit. Car dans ce jeu, une seule carte posée sur la table changera tout. Et Poker, c'est ce rappel-là. Je peux frapper. Je ne le ferai pas. Mais je peux frapper. Depuis De Gaulle et la création des forces aériennes stratégiques, jusqu'aux Rafales et aux missiles ASN 4G de demain, la France répète son rôle dans ce théâtre nucléaire. Un rôle parfois contesté, souvent critiqué, mais qui demeure. Et aujourd'hui encore, alors que la guerre est revenue en Europe, que la Russie brandit ses armes stratégiques, que la Chine construit un arsenal colossal, la dissuasion française reste là. Et Poker en est la preuve silencieuse. Mais au-delà de la technique, une question hante ce sujet. Jusqu'à quand des hommes et des femmes
continueront de s'entraîner à une mission qu'ils n'espèrent ne jamais mettre en place. Jusqu'à quand un pays acceptera de miser sa défense, son avenir, sur une menace qui ne repose que sur du bluff? Et si un jour seulement, ce bluff ne suffisait plus? Poker, c'est plus qu'un exercice. C'est un miroir tendu à l'humanité. Un rappel que nous vivons depuis 1945 dans un monde où une guerre totale est toujours possible, mais jamais déclenchée. Un monde où la paix n'est pas seulement assurée par des traités ou des mots, mais aussi par la peur glaciale d'un champignon atomique. Dans ce jeu-là, la France ne mise pas des jetons, elle mise des millions de vies, elle mise l'humanité. Voilà le sens de l'opération Poker. Et vous alors, qu'en pensez-vous? La dissuasion nucléaire est-elle réellement une arme de paix qui nous a empêchés d'avoir une guerre totale depuis 80 ans? Ou est-ce seulement une menace insensée, un risque que nous continuons d'entretenir? Et dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de pouvoir en débattre avec vous. Parce qu'au fond, cette partie de poker, nous la jouons tous. À très vite sur Internet. Ciao.